Ok. Tu peux nous suivre. Ouais, ça va me rassurer. Bonjour, bienvenue sur la page Facebook du Parisien, Yves Jéglé avec Guillaume Otzenberger. Nous allons vous faire découvrir en avant-première la grande rétrospective Delacroix, un peintre qu'on croit connaître mais qu'on ne connaît peut-être pas si bien. Alors la dernière grande rétrospective Delacroix en France, c'était en 1963 pour le centenaire de sa disparition, il y a donc très longtemps. Là, il y a 180 tableaux au Louvre. C'est une exposition énorme que nous devons à Sébastien Allard, directeur des peintures du Louvre et commissaire de cette exposition. Alors Sébastien Allard, Delacroix, on le connaît tous par l'école, par ce tableau qu'on va voir, La liberté guidant le peuple. Vous allez nous faire découvrir d'autres aspects. Ouais. Alors ce qui est étonnant, c'est que dans cette première salle, vous avez mis les chefs-d'œuvre, les grands chefs-d'œuvre d'un coup, ce qu'on attendrait plutôt peut-être à la fin. Alors oui, c'est un petit peu ce qu'on attendrait, mais ça permet, donc d'abord les grands chefs-d'œuvre, nous avons un parti chronologique, les grands chefs-d'œuvre sont plutôt au début de sa carrière dans les années 1820, et puis de les réunir ensemble permet d'être immergé dans la peinture et de comprendre la force de ces grands tableaux. On les a jamais vus comme ça en fait. On les voit disposés les uns à côté des autres dans les salles Moliens au-dessus ou en face, mais là on est vraiment au milieu d'eux. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on présentait tout de suite la liberté qui est l'icône qu'on attend, ce qui permet pour le visiteur d'avoir l'esprit libre pour découvrir la suite de l'exposition. Alors avant, on va... Ah. Voilà, il se passe plein de choses au Louvre aujourd'hui. Hein. Je vous rappelle que l'exposition commence ce jeudi. On l'a fait visiter en avant-première. C'est pour ça qu'il se passe plein de choses dans les coulisses. Donc avant la liberté, il y a un tableau exceptionnel qu'on peut peut-être expliquer, les massacres de Sceaux. Ça ne dit pas forcément grand-chose. Ce qui est très original, donc, c'est que c'est un tableau d'actualité. C'est pas un tableau à l'antique. Une guerre entre les Turcs, les Grecs. Ces gens-là vont être tués peu de temps. Enfin... Oui, ces gens-là, en fait, que Delacroix n'a jamais connu, puisqu'il n'est jamais allé en Grèce. En fait, c'est un tableau, un sujet, effectivement, d'actualité de la guerre de libération des Grecs qui se déroulait, évidemment, en Grèce à l'époque. Et l'originalité de Delacroix, c'est que ça s'appelle les massacres de Sceaux, mais que les massacres, on ne les voit pas, ou alors ils sont dans le fond du tableau. Ce qu'on voit, il n'y a pas de sang. Enfin, si, il y a du sang au premier plan, mais ce qu'on voit, c'est les conséquences de la guerre sur les populations civiles. Donc, le spectateur est confronté à ces hommes, ces femmes, ces enfants qui vont être soit exécutés, soit pris en otage. Donc, c'est un tableau très moderne de ce point de vue-là. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est un tableau immense, un chef-d'œuvre, et donc, Delacroix, il a quel âge, 25 ans? Oui, c'est ça. Il est tout jeune et il veut se faire connaître. Donc, il utilise des sujets un petit peu d'actualité contemporain qui vont frapper l'imagination du visiteur du salon. Et alors, est-ce qu'il en va de même de le tableau que tout le monde connaît? Est-ce que c'est c'est ce tableau-là qui l'a fait devenir star, comme on dirait aujourd'hui? C'est déjà les massacres de Sceaux puis Sardanapale. Lorsqu'il peint la liberté en 1831 pour célébrer la révolution de 1830 et l'arrivée au pouvoir du roi Louis-Philippe, la monarchie constitutionnelle, il est déjà assez connu. Mais là, ce qu'il y a d'exceptionnel dans ce tableau, c'est qu'il est construit autour du bleu-blanc-rouge, c'est-à-dire du drapeau qui était le drapeau de la Révolution, qui est remis qui redevient le drapeau de la France à ce moment-là. Tout le tableau, on voit des taches de bleu, des taches de blanc, des taches de rouge. Et puis, on a cette liberté qui arrive sur nous. On ne peut pas y échapper. Donc, soit on la suit, on va comme ces hommes derrière, on va la suivre, soit on va être écrasé comme ces morts au premier plan. C'est le sens de l'histoire. Pourquoi ce tableau, finalement, est dans tous les livres d'histoire? C'est ce que vous venez de dire, c'est la France? C'est à la fois, effectivement, c'est la France, pays des droits de l'homme. C'est ça. Delacroix est un enfant de la Révolution. Paradoxe, parce que vous m'expliquiez, Delacroix a donc un père qui a été ministre... son frère donc s'est battu, a été général pour l'empereur et mort à Friedland. Il vient d'un milieu, lui ne vient pas du tout d'un milieu révolutionnaire. C'est pas du tout, il n'est pas du tout pour la révolution sociale. Hein. Il D'accord. est pour la révolution, pour la liberté.
pour les grands principes de 1789. D'accord. Donc en ce sens-là, il est un homme de son temps. Alors là, on va passer rapidement pour expliquer qu'il y a donc des choses très variées, des lithographies, donc des œuvres qu'on voit presque jamais. On voit très peu. S'il est le peintre de la couleur, ce qu'on voulait montrer, c'est qu'il est aussi le peintre du noir. Ça, c'est intéressant. Donc on a les peintures colorées dans le noir et les lithographies dans la lumière. Donc on a joué sur ce. Et puis donc petit format après très grand format. D'ailleurs, c'est une des grandes réussites des expositions, c'est le rythme. Donc là, on arrive dans une autre séquence. Oui. Qui est autour de la question du nu. Qui triomphe dans Sardanapale, mais on voit bien que ce qui intéresse Delacroix, c'est pas tant la structure du corps que sa surface, que la peau et le caractère coloré de la peau. Il utilise d'ailleurs des modèles métis comme ah oui, Aspasie. Ça on peut en parler. Oui, donc Aspasie, le même modèle, hein, c'est ça, sur ces deux tableaux. Oui, est-ce que c'est l'un des premiers peintres à peindre des femmes d'origine métisse? Non, il y avait déjà Géricault avait peint, mais lui, les peint la peau, les carnations avec des touches colorées. Il les détache sur un fond rouge comme la petite Aspasie pour mettre en valeur la couleur, en fait, la surface de la peau. Autre chose qui m'a surpris dans son rapport à la peinture, si on regarde la mort de Sardanapale, donc tout le monde sait que le tableau est immense, il ne peut pas être amené dans l'exposition, mais donc il a vendu le grand tableau, après beaucoup de difficultés, et il a éprouvé le besoin de le refaire en petit pour l'avoir avec lui. Oui. Pourquoi finalement Sardanapale, c'est quand même un des moments de sa carrière, et un des moments, on dirait, un peu pas très heureux, puisque c'est le tableau qui n'est pas acheté par l'administration. Tous les autres ont été achetés par les Beaux-Arts. Celui-ci lui est resté en quelque sorte sur les bras comme trop scandaleux, cette espèce d'orgie, et donc il en garde un souvenir. Mais c'est quand même techniquement, de refaire le même tableau à l'identique en plus petit. Alors c'est pas tout à fait à l'identique. C'est pas tout à fait. Quand on regarde d'un œil, regardez. Oui, les couleurs ne sont pas tout à fait de la même manière. Et le fait de reproduire en petit quelque chose qui est immense, évidemment, change complètement la perception qu'on peut avoir. Là, on saisit la composition d'un coup d'œil, ce qui n'est pas le cas face au grand tableau. Effectivement, on est moins écrasé. Alors, on va revoir ces autres tableaux de nus. Peut-être qu'on peut parler, c'est un aspect moins connu de Delacroix. Donc vous avez parlé des couleurs, de la carnation. Il avait un rapport particulier avec les modèles, puisque grâce à vous, j'ai commencé à lire le journal. Oui. Il avait besoin d'avoir des relations même physiques parfois. Oui, dans son journal, on voit, il fait venir telle qui s'appelle Hélène, par exemple. Il commence à la faire poser, puis il a une relation sexuelle avec elle, puis il continue sa peinture. Il y a une espèce de rapport entre la création picturale et les relations sexuelles qu'il peut avoir avec ces modèles dont il s'explique dans le journal de jeunesse. Ensuite, je pense qu'il a une vie plus chaste. D'accord. En tout cas, il ne souhaite plus en parler. Il n'en fait plus état. Alors, on va continuer. Donc, on voit qu'il y a une diversité d'inspiration profonde. Là, on arrive dans alors les chevaux, notamment. Dans le journal, il dit aussi, donc, il travaille beaucoup sur le motif aussi, je crois, par rapport à d'autres. Il allait beaucoup dans les écuries. Oui. Pourquoi autant de chevaux? On va voir, et toujours dans une posture dramatique. Oui. Les chevaux vont se faire tuer, vont être attaqués. Il y a effectivement une fascination pour un certain nombre d'animaux qu'il étudie d'ailleurs, ou dans les écuries, comme Géricault étudiait les chevaux de course, ou au Jardin des Plantes, où il va étudier les tigres. Et tout cela, c'est le corps à corps. Enfin, dans sa jeunesse, ce sont des sujets très, très violents, inspirés de Lord Byron. Parce que c'est quand même des images terribles. Si on regarde de près. Alors, le corps à corps de l'homme et de l'animal, et des hommes entre eux, des animaux entre eux, cette manière d'imbriquer les formes dans les autres est tout à fait caractéristique de Delacroix. Où tout le monde va tuer quelqu'un. On va voir après, il y a le lion va attaquer le cheval, le lion va être tué par le guerrier. Une sorte de sauvagerie qui correspond peut-être à une forme de sauvagerie de la peinture aussi, une forme d'énergie, enfin de couleur. Il arrivait à maîtriser cette énergie, puisqu'on voit que dans son journal, que vous montrez un peu plus loin, il écrit de manière tellement saccadée qu'il va s'arrêter. Alors il passe pour un peintre tout de même dans la virtuosité. Il a une virtuosité folle, une virtuosité extrêmement importante, et il s'en explique dans son journal. Son obsession, ça va être de canaliser cette virtuosité et de faire en sorte qu'il dit que ma brosse réponde à ce que je veux exactement faire et n'aille pas au-delà ou en deçà
mais souvent... Il y a une expression plus loin, je ne sais plus, sur la brosse, pas infernale, mais... Cette infernale commodité de la brosse. Ça veut dire que ça va trop vite. Ça va trop vite et je me laisse aller finalement à la pulsion de peintre. Alors là, peut-être les tigres, c'est intéressant aussi, parce on pense, moi j'ai longtemps pensé que Delacroix avait beaucoup voyagé, qu'il y a une dimension exotique. En fait, les tigres, est-ce qu'il en a vu? Est-ce qu'il en a vu en Afrique du Nord? Je n'en sais rien, mais les tigres, où il en a vu, c'est au Jardin des Plantes. D'accord. Alors il en a vu des vivants, mais surtout des morts. D'accord. Et il étudiait au Jardin des Plantes, de même que le musée du Louvre l'a libéré de ses maîtres, parce qu'il pouvait copier ce qu'il voulait. Le Jardin des Plantes est un lieu de formation des artistes pour peindre les animaux qu'on ne voyait pas. Il faut peut-être expliquer ça, parce que les gens ne savent pas. Le Louvre devient un musée quand Delacroix, en fait, n'est pas encore tout à fait conçu, mais peu avant la naissance de Mais finalement, Delacroix. quand Delacroix a 20 ans, le Louvre a 30 ans, pas plus. Oui, c'est ça. Et c'est le lieu où viennent les artistes pour copier les maîtres et se former. C'est ce qui peut expliquer que Delacroix n'a pas fait le voyage en Italie qu'ont fait avant beaucoup de peintres Oui, et puis surtout, Delacroix a compris que ce qui compte pour se faire un nom, c'est la confrontation avec le public. Et la confrontation avec le public, c'est le salon, c'est-à-dire l'exposition des artistes contemporains. Le salon, vous diriez que c'est quoi, la FIAC? C'est la FIAC, c'est la FIAC de l'époque où des milliers d'œuvres étaient exposées. Donc quelquefois, il fallait peindre très grand pour être vu. Et c'est là où les journaux ensuite faisaient et défaisaient les réputations. Donc les premiers journalistes et critiques d'art, c'est aussi à l'époque de Delacroix. Oui, les premiers, et dont certains vont devenir célèbres, comme Adolphe Thiers, qui le soutient dès 1822. Alors là, on arrive devant des tableaux très connus qu'on connaît par Delacroix, les femmes d'Alger, puis qu'on connaît par Picasso. Alors du coup, on peut presque penser que ce sont des dévoreurs tous les deux. Je pense que vous avez tout à fait raison, parce que je pense qu'il y a vraiment des rapports entre Picasso et Delacroix. Non seulement cette question de la couleur, mais même dans leur carrière qui a beaucoup d'évolution. Et là, Delacroix va au Maroc de façon tout à fait par hasard. On lui propose ce voyage en 1832 sans projet artistique déterminé. Il est arrivé au bout. Donc il est toujours jeune, il a quoi, même pas à peine 35 ans. Voilà, c'est ça. Et il a déjà livré quantité de chefs-d'œuvre. Il a livré quantité de chefs-d'œuvre, il est célèbre, et donc qu'est-ce qu'il peut faire? Il a été acheté par des musées. Donc sa réputation est faite. Sa réputation est faite. Donc il part comme ça pour se renouveler. On lui propose d'accompagner une mission diplomatique et il part et il découvre la lumière. Aujourd'hui, on est habitué à voyager, mais à l'époque, il découvre la lumière, un autre mode de vie, des tissus orientaux, la couleur. Alors on peut dire ce qui est merveilleux, puisque c'est aussi la réunion des musées nationaux. Là on voit les femmes d'Alger de Delacroix, et en ce moment à Marseille, on peut voir les femmes d'Alger de Picasso, d'après Delacroix. C'est comme et Delacroix lui-même s'est inspiré de Rubens dans un tableau qu'on a vu il y a tout à l'heure. Donc il y a une sorte, les peintres se nourrissent vraiment beaucoup les uns des autres, et particulièrement effectivement Delacroix. Et ce tableau, alors c'est un peu un lieu commun, mais c'est une sorte d'en-un d'une forme de modernité. Beaucoup d'artistes vont le regarder, dont Picasso est peut-être le plus célèbre, mais aussi Cézanne ou Matisse. Voilà. Et là pourtant on est en 1800. Là on est en 1834. Donc on est très très tôt. Et là, vous voyez, on a vu des scènes très violentes, très animées, et là tout à coup, il ne se passe plus rien. Donc le sujet, c'est rien. Ce sont ces femmes. Enfin, c'est déjà énorme. Il a besoin de douceur, un petit peu. Il a besoin d'un tableau pour le tableau, et pas seulement pour l'action qui s'y passe. Et est-ce qu'aussi, puisque vous expliquez qu'effectivement, il a toujours voulu connaître la gloire, il a voulu être confronté directement au public, il voulait aussi surprendre. On l'attendait chaque année, ou c'est peut-être tous les 2 ans au salon. Il voulait effectivement surprendre à chaque fois au salon, et puis manifester même par rapport à lui-même. Il ne s'est jamais endormi sur ses lauriers, il fallait toujours se renouveler. C'est quelqu'un qui cherche toujours à se renouveler. Donc Delacroix n'est pas finalement le peintre qu'on imagine souvent, le peintre effectivement de cette image transmise de la Révolution, peintre d'histoire. Il n'est pas que cela. Finalement c'est le Delacroix entre 20 et 30 ans, en gros. Il n'est pas monolithique, oui. Et l'image après, qui a été fixée, c'est surtout l'image du Delacroix effectivement entre 20 et 30 ans. Et puis c'est un admirable aussi aquarelliste. Alors toutes ces œuvres d'ailleurs, elles appartiennent pas toutes au Louvre. Vous avez eu des prêts on a eu des prêts d'Allemagne, de Suisse, des États-Unis, du Mexique, des Pays-Bas, de Belgique, enfin de très grands. Nous avons plus de 80 prêteurs.
Donc il ne faut pas que les gens s'imaginent qu'ils connaissent Delacroix parce qu'ils ont vu les grandes salles du Louvre dans les étages. Non, et ces peintures du coup sont remises en contexte avec d'autres. C'est ça. Et puis là, donc, on voit effectivement même dans des petits formats. Parce qu'il a été quand même très critiqué dans le catalogue, vous dites, par des critiques d'art qui disent c'est pas forcément dessiné, il y a trop de couleurs. Là, on voit que si, il possède toutes les qualités. Il possède parfaitement le dessin, il sait très bien ce qu'il fait. Quand il fait basculer le lit de Sardanapale et on se dit il n'y a pas de perspective, il sait très bien ce qu'il fait. Mais effectivement, pour un œil de l'époque, ça pouvait apparaître comme choquant. D'accord. Parce qu'on était encore dans une époque d'un certain académisme très lié à l'antique, et lui Absolument. casse et lui, ça. Il casse et il met la couleur dans Alors, son diamisme. un de ses rares autoportraits, il y en avait un qu'on n'a pas eu le temps de voir très jeune. Oui. Finalement, par rapport à de très grands peintres, il se peint très peu lui-même. Il y en a 2 ou 3 là dans l'exposition. Oui, en fait, il n'a exécuté que 2 autoportraits, celui-ci et un autre qui se trouve aux Offices à Florence. Et je pense qu'il a, peut-être était-il satisfait, il a fixé son image. Donc il est à la fois extrêmement noble, aristocratique, assez beau. Il regarde le spectateur avec une certaine distance, mais tout en étant relativement avenant. Et il n'est pas en peintre. Il est en bourgeois. D'accord. C'est important par rapport à des peintres comme Rembrandt qui ont cherché à se montrer même dans leur vieillesse. Il n'est pas du tout impossible qu'il ne se soit pas inspiré de Rembrandt pour ce tableau. Alors là, c'est peut-être difficile à filmer, Guillaume, mais il y a quand même des documents exceptionnels, des lettres de Delacroix. Donc ça permet de retracer son cercle amical, notamment Georges Sand et Chopin, ses opinions sur la révolution sociale de 1848 qui ne vont pas dans ce sens-là, et puis surtout la chose la plus importante, son journal. C'est le journal. Alors il y a une chose que je voulais montrer, Guillaume, peut-être, c'est donc Delacroix tient un journal en 2 parties, d'abord pendant 2 ans, et il est tellement excité finalement quand il écrit que vous voyez cette écriture. Il n'arrive même plus, c'est ça, à écrire normalement, et il s'arrête pendant 20 ans. Cette infernale commodité de la plume. Là. On a l'infernale la commodité de la brosse et on a celle de la plume. C'est un très bel écrivain, enfin il écrit très très bien. Et ensuite, lorsqu'il reprend son journal en 1847, il le reprend sur des grands almanachs du commerce qui sont paginés, et donc ça lui permet de faire des renvois et lui-même de s'y retrouver, avec dans l'idée qu'une partie du journal sera publiée. Donc ça, on peut dire que c'est des documents exceptionnels qu'on ne voit jamais. On peut lire le journal de Delacroix, mais ces manuscrits-là, on ne les reverra plus. C'est très émouvant. Alors, on va continuer. C'est une exposition... donc là, ça y est, on entre dans un autre cycle. Donc, un peu comme vous disiez, comme Picasso, tous les 10 ans, il casse tout. Et il recommence. Et donc là, on arrive dans... Il va faire des œuvres beaucoup plus importantes, murales. Oui, c'est-à-dire qu'il a épuisé tout ce qu'il pouvait tirer du salon. Il est connu, il a traité tous les genres. Et il obtient alors, à partir du milieu des années 1830, des grandes commandes pour des grands décors de palais de la République, de palais officiels. Donc l'Assemblée nationale, le Sénat, l'Hôtel de Ville et les églises parisiennes. Alors il y a quand même encore des grands chefs-d'œuvre. Est-ce que c'est chronologique? Oui, là on est chronologique avec donc sa peinture de grands décors l'incite à faire des figures qui sont elles-mêmes monumentales, comme la Médée qui vient du musée de Lille ou le Saint-Sébastien qui vient de l'église de Nantua dans l'Ain. Alors comment il a ces idées on ne le voit pas très bien de loin sur ce tableau, mais il y a l'œil qui nous regarde du deuxième enfant. Alors là, il renoue, le fil avec les grands maîtres du passé. Rubens, évidemment, pour la couleur. Rembrandt, pour ses enfants qui sont directement inspirés de Ganymède. Et aussi, ça c'est très intéressant, Andrea del Sarto, qui a fait une charité qui est au Louvre. Et lui, il renverse la charité en Médée. Donc celle qui nourrit ses enfants devient celle qui va les tuer. D'accord. C'est d'ailleurs un peintre quand même de la fureur, de la mort. On n'a pas tout vu, mais il y a énormément de scènes très violentes. C'est une thématique qu'il a... On sait qu'il a été en tout cas orphelin jeune même. Oui. Il a perdu beaucoup de proches. Je crois qu'il a même été le dernier survivant de sa famille. Absolument. Est-ce qu'il est hanté par la mort Je ne sais pas si c'est... En tout cas, pour la mort violente, il est surtout hanté, je pense, par cette espèce d'énergie quasi animale. Ça, c'est incroyable. Vous parlez d'énergie animale. C'est là tout s'enchevêtre. On voit des animaux qui presque s'entre-dévorent. Des animaux, des hommes. Tout le monde est... On ne sait pas s'il y aura un survivant à la fin. Oui, probablement pas d'ailleurs. Et ça, c'est un fragment d'un très grand tableau
qui a été fait pour l'exposition universelle de 1855 et qui a brûlé. Donc on peut s'imaginer à une échelle monumentale ce que cet enchevêtrement de corps pouvait donner. Alors, on l'a avec l'esquisse, enfin on se rend compte. Ah oui, d'accord, et derrière. Ce qui est fou avec Delacroix, c'est que vous voyez, là on a l'impression d'être devant vraiment un chef-d'œuvre, et en fait ce n'est qu'une partie du tableau originel. Absolument, parce qu'on est immergé dans Delacroix est un peu décourageant par rapport en termes de génie, parce que effectivement. Alors on va découvrir, on ne pourra pas tout voir, mais peut-être pour finir, quelque chose de là très étonnant. Donc on a vu des lions qui s'entretuent, des cavaliers, et puis là, ça se calme, il y a des fleurs. Est-ce qu'il voulait montrer qu'il pouvait tout faire ? Alors, il y a probablement un petit peu de ça, et puis les fleurs, mais comme les lions, comme les hommes, c'est aussi la couleur. Donc en fait, avec ces bouquets, particulièrement le grand bouquet de Vienne, c'est une sorte d'explosion de couleurs, d'une certaine manière son sujet. Donc il y a cette appétence en fait pour cette matière de la peinture, cette matière colorée, et puis c'était il aimait beaucoup les fleurs. Et ça c'est surprenant parce je trouve que c'est un aussi grand... Je ne sais pas si on ne peut pas dire portraitiste de fleurs, mais on a vu Fantin Latour, Manet, il est à leur niveau. Est-ce qu'il veut prouver que dans chaque domaine, il peut être le meilleur ? Alors, il veut le prouver peut-être aux autres et il veut se le prouver à lui-même, je m'imagine. Parce que là, on voit des coloris orange, des couleurs folles. Alors, on ne va pas pouvoir tout voir. Je crois qu'on va achever bientôt cette visite. En tout cas, on peut voir qu'après, il y a des Christ, il y a même des paysages. À la fin de sa vie, Delacroix a peint des marines. C'est très, très inattendu. C'est donc pas du tout simplement un peintre de bataille ou de scènes d'actualité terrible. C'est un peintre immense. Si en 2 mots, vous deviez dire pourquoi il faut absolument venir voir cette exposition, qu'est-ce qu'on va découvrir de totalement nouveau sur Delacroix ? Déjà, il y a le plaisir de la peinture. Ça, c'est bête à dire, mais c'est vraiment le pur on ressort. Voilà, le pur peintre avec cette espèce de force, d'énergie tout au long de cette carrière qui va, qui vient, qui revient. Et ça, on ne peut le percevoir que lorsque toutes les œuvres sont là. Et enfin, un grand nombre dans ce rassemblement d'œuvres, on est immergé dans la peinture. Je crois que c'est ça Donc c'est un moment vraiment très rare, puisque depuis 1963, il n'y avait pas eu d'aussi grande rétrospective, donc des tableaux qui viennent du monde entier, un des plus grands peintres français. Donc merci beaucoup Sébastien Allard, et on ne peut que vous recommander de venir à partir de jeudi voir cette rétrospective Delacroix qui est vraiment un événement du printemps. On peut venir, revenir, on ne s'en lasse pas. On voit qu'il ne se réduit pas du tout à un style. Merci, et bienvenue sur la page Facebook du Parisien et on espère vous retrouver prochainement. Au revoir.